savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alexandre, c'est une nouvelle dans laquelle le moment où elle fut annoncée fait partie de la nouvelle. Oui, toi et moi, on était au restaurant, pas ensemble, non, mais un à Québec, un à Montréal, on était au restaurant samedi soir. On a vécu la même scène séparément. Et les deux, on a levé notre cellulaire en disant, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, une annonce vraiment en pleine fin de semaine, en soirée, samedi, dans le dossier de l'école Bedford, dans le Côte-des-Neiges à Montréal. On sait qu'il y a de graves allégations de climat toxique. 11 enseignants, un groupe d'enseignants maghrébins qui voulaient, selon en tout cas les prétentions de cette enquête-là ministérielle, vraiment négligeaient l'enseignement de certaines matières, ne reconnaissaient pas certaines évidences comme par exemple les difficultés d'apprentissage ou même l'autisme. On refusait l'accès aux professionnels, par exemple, d'accompagnement dans les écoles. Bref, il y a une situation qui est importante. Et de surcroît, on imposé un climat qui a fait que les autres profs qui n'étaient pas d'accord ont soit démissionné. C'est un clic, là. Ouais. Alors là, on apprenait que finalement, le centre de services scolaire suspendait les 11 enseignants qui étaient visés par ces allégations-là. On annonce ça par voie de communiqué tard un samedi soir, où là, dans le communiqué, on précise que c'est un geste sans précédent pour remettre en place au plus vite un environnement sain et sécuritaire pour les élèves de Bedford. Les suspensions seront en place tant et aussi longtemps que les travaux des comités d'enquête mandatés par Québec ne seront pas terminés. On sait que la semaine dernière, il y a 2 accompagnateurs du ministère qui sont arrivés à l'école Bedford. Et là, il y a eu réaction aussi du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, une réaction quand même prudente que j'ai trouvée sur X, affirmant qu'il prenait acte de la décision. Mais là, il y a eu des réactions en fin de semaine, notamment des oppositions, que ce soit Marois Risky, que ce soit Ruba Gazal, chez QS, Pascal Bérubé au Parti québécois, notamment sur la présence de la directrice générale du centre de services scolaires. Est-ce qu'elle doit rester en poste dans le contexte actuel? On sait qu'elle n'est pas là depuis non plus 11, ça fait pas 8-9 ans qu'elle est là, au contraire. Elle est arrivée dans les dernières années. Je te fais entendre les commentaires des 3 parlementaires. Moi, aujourd'hui, que les 11 enseignants soient suspendus, c'est bien. Peut-être trop tard, à mon humble avis, mais elle, comment se fait-il qu'elle est toujours à la tête du plus grand centre de services scolaires de Montréal avec autant de retard dans sa fonction, c'est-à-dire de protéger des enfants? Elle a fait preuve de négligence grossière. C'est extrêmement, extrêmement grave. On peut pas se permettre de vivre une autre école Bedford. Je sais aussi qu'il y a des enquêtes qui ont lieu dans d'autres écoles. Il va falloir agir beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Et s'il faut que le ministre s'y implique lui-même, il va falloir qu'il le fasse. Il y avait une responsabilité au centre de services scolaires. Il y a un manquement grave. Alors, c'est à l'appréciation du ministre. Maintenant, il a le pouvoir de nommer les directions générales. Il a le pouvoir également de les dégommer. Alors, là, c'est la pression du côté du ministre. Est-ce que lui a confiance? Moi, j'ai pas confiance. Ouais. Mais en fait, ce que j'ai compris de Bernard Drinville, c'est qu'il a, lui aussi, je pense qu'il est un peu déçu de la façon que ça a été géré. Maintenant, congédier cette personne-là, tu sais, ça peut paraître logique, mais ce que ça signifie aussi, c'est que t'en as plus une fois que tu l'as congédié. Donc, tu nommes quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ça va être une première journée au bureau. Là. Tu vois, c'est une nouvelle personne qui va vivre une première journée au bureau. Alors, si tu veux faire des changements, parce que là, Ruba Gazal dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une autre école Bedford. J'ai tenté de dire à Mme Gazal, arrêtez ça, là. Il y a déjà 3 autres, là. Il est trop tard. Il y en a déjà. Toi et moi, Alexandre, si on en a mis 3 sous enquête, c'est tellement grave comme enquête que si tu pensais qu'il se passait rien ou juste une petite affaire, tu n'aurais pas annoncé publiquement fait que c'est 3 autres écoles où on a, moi je dis, de grosses inquiétudes de situations semblables. Fait que là, tu dis, OK, on a toute cette situation-là à gérer. Est-ce qu'on veut qu'on nomme une nouvelle personne? Tu sais, que c'est son jour 1 au bureau, là, qu'elle a toute cette crise-là. Est-ce qu'elle va le faire mieux? Fait que moi, je pense que Bernard Drinville a fait la part des choses. C'est peut-être à jaser avec cette personne-là. Elle dit, regarde, là, t'as échappé le ballon, t'as laissé passer, t'as sous-estimé la situation, mais t'es-tu à bord avec nous, là? T'es-tu à bord avec nous pour se mettre en action? Puis, sur cette base-là, je pense qu'elle est un peu... l'actuelle directrice, comment dire, un peu en sursis, là, tu sais, mais que d'autres négligences ou d'autres faiblesses ne seront pas tolérées. Mais dans l'opposition, je comprends qu'on veut... dans le cas de Marois Risky, on veut vraiment sa tête. On semble avoir quelque chose de
très, très pointu. Marois Risky laisse entendre que quand elle demandait une enquête, la directrice générale de la commission scolaire de Montréal était celle qui en voulait pas. Mais à suivre. Mais c'est quand même... C'est un samedi soir. Puis c'est pas qu'on est surpris de la suspension. Puis dans le milieu de l'éducation, puis dans l'entourage de Bernard Drinville, on dit il n'est pas exclu que ces profs-là, on aille jouer carrément sur leur brevet d'enseignement. Donc, suspendre ou retirer. On s'entend que retirer, c'est extrême. Là. Tu leur retires à vie le droit... Faut que le dossier soit béton. Oui, il faut que tu leur retires à vie le droit d'enseigner, mais est-ce que tu pourrais suspendre leur brevet d'enseignement? Mais en attendant, suspension, donc à suivre. Nouvelle offensive publicitaire au ministère de l'Éducation, d'ailleurs. Et ça va se faire en 3 volets. On lance ça aujourd'hui, une campagne publicitaire au coût de 1,5 million. C'est quand même bien fait, je trouve. Notamment, on veut miser sur l'importance des enseignants dans le parcours scolaire des jeunes. C'est-à-dire, je sais pas moi, on croise un enseignant au primaire qui va tout changer, qui va nous intéresser à une matière. Et c'est quand même bien fait. Si vous n'avez pas vu encore cette campagne publicitaire-là, à un moment donné, il y a une séquence où là, on ouvre le pupitre, les petits pupitres qu'on avait au primaire, on ouvre le pupitre, puis après ça, lorsqu'on ferme le pupitre, on voit que derrière le pupitre, finalement, c'est un médecin, c'est un ci, c'est un ça. On a éveillé une passion. Alors, on mise entre autres là-dessus. On se sert de l'humour aussi dans un des 3 volets. Bernard Drinville n'a pas voulu préciser non plus le nombre de nouveaux enseignants qu'il souhaite recruter avec cette campagne-là qui va durer quand même 8 semaines. Mais c'est sûr que l'objet, c'est deviens prof. Exact. Là. C'est de convaincre des... Ouais. Il y a un enjeu de recrutement. Il y a un enjeu d'intéresser, de revaloriser la profession aussi, Mario, là. Oui. Pour lequel un des bouts, c'était, nous disait-on, les nouvelles conventions collectives en 2 temps, là. Celle d'il y a 4 ans, où on a revu à la hausse le premier échelon. Parce qu'avant ça, tu commençais comme enseignant à une 40aine de mille, c'était vraiment pas beaucoup, là. Là, on l'a monté dans les 50 quelques. Et là, la hausse générale des salaires qui est survenue dans la dernière négociation, ce qui a été signé au fait l'an dernier. Mais est-ce que c'est assez le salaire? Probablement qu'on se dit qu'on veut en plus valoriser la profession. Je reste avec le questionnement qu'on avait la semaine passée au moment de l'entente avec la FIC, c'est-à-dire que c'est très bien que le gouvernement le fasse, mais il faudra un jour que les syndicats, quoique les syndicats de l'enseignement là, sont moins pires que la FIC, mais valorisent eux-mêmes leur profession. Là. C'est-à-dire que je comprends que quand tu négocies avec le gouvernement pour convaincre le gouvernement de te donner plus ou de changer les conditions de travail, t'aimes dire sur la place publique on fait pitié, c'est écœurant de notre job, on est les plus maltraités de la terre, faut que ce soit redressé. Mais je pense qu'à toujours marteler ce message-là... C'est pas vendeur pour les jeunes à l'université. Un jeune de 18 ans, 19 ans qui entend ça à longueur d'année, là, les infirmières ou les enseignants, c'est l'enfer, on est maltraités, c'est une job... Ouais, t'as le goût de t'en aller là-dedans. Ouais, tu dis m'aller sur la construction, finalement. Ben, c'est pour ça que je pense qu'eux aussi, un jour, vont avoir à participer à la valorisation de leur propre profession. Bon, il y a Québec solidaire. On reste dans le grand monde de l'éducation, mais il y a Québec solidaire là, qui précise son idée là, au niveau de l'alimentation disponible à l'école. Et propose au gouvernement d'instaurer un programme de lunch dans tous les établissements scolaires publics. Échéance de tout ça, 2030. Ce serait sur une base volontaire et déployé quand même graduellement. Donc, selon Gabriel Nadeau-Dubois, il y a des boîtes à lunch qui seraient servies d'ici 2027 dans toutes les écoles primaires, mais il faudra attendre à 2030 pour que ce programme-là soit élargi à l'ensemble de la province. Ça coûterait combien? On parle d'investissement annuel selon QS de 770 millions de dollars, mais les parents pourraient contribuer au plan s'ils le souhaitent, en payant $7 jusqu'à $7 par repas. Et Québec solidaire estime que cette idée-là, ce programme-là, pourrait engendrer des retombées économiques entre 1,5 et 4,2 milliards de dollars. Est-ce que c'est réaliste, Mario, selon toi? Les retombées, c'est ce que j'entendais dire, là, il faudrait acheter des produits locaux, des producteurs agricoles locaux. Puis on semble considérer les retombées, ces achats-là, mais on semble pas soustraire vraiment, en tout cas, que les parents vont acheter moins à l'épicerie, là. L'école, le jeune qui mange... Parce que c'est pas tous les jeunes qui mangent pas, c'est pas vrai. Là. On dit qu'il y a 20% des jeunes qui ont faim. Bon, je sais pas si c'est tant que ça. Je pense pas qu'il y a 20% des jeunes qui dînent pas. Donc là, tu vas remplacer de l'épicerie faite par l'école par de l'épicerie faite à la maison. C'est ça. Bon, de un. De deux, écoute... Moi, le concept est pas fou, puis ils ont travaillé sérieusement là, pour monter ça avec des dates d'entrée en vigueur, puis un programme qui se tient. Mon point d'interrogation,
c'est le 7$ sur une base volontaire. La vie est ainsi faite que, bon, il y a des gens fiers qui vont dire, regarde, moi, je paye mes affaires, puis je vais prendre le lunch là, tous les jours pour mes enfants, puis je vais donner le 35$ pour la semaine, pas de problème, mais à mon avis, t'as des gens millionnaires qui vont dire, ben moi, c'est pas obligatoire, je le paye pas. Là, mais tu comprends? Il y en a plein. C'est sûr qu'il y en a plein. Ben oui. Moi, j'en connais déjà dans mon entourage. Mais là, c'est ça. Des millionnaires cheap? Non, mais ils sont pas nécessairement millionnaires, mais des cheap qui disent c'est gratis, je paierai pas pour ça. C'était pas obligé, là. Exact. Il y en a, j'en connais. Parce que, mettons, tu disais, je sais pas, mais les taxes municipales, là. Ben, regarde, Alexandre, on n'est pas fou, on le sait. Il faut payer pour l'aqueduc, il faut payer pour les égouts, il faut payer pour les routes. Une fois ça dit, là, tu pourrais dire, ben là, les taxes municipales, mais ça volontaire, les gens. Il n'y aurait pas beaucoup d'enveloppes. La logique, ceux qui n'ont pas les moyens, les paieront pas, mais ça les mettra pas dans le trouble. Mais tous ceux qui ont les moyens vont les payer. Ouais, ben, un petit voyage au Mexique est si vite arrivé avec cet argent-là. Ceux et celles qui ne payent pas leurs impôts. Oui. C'est pour ça que. Je sais pas ce qui arriverait si tu mettais ça. Parce que là, après ça, mettons que tu dis, OK, les gens sont de bonne foi, puis t'encourages les gens à payer, puis tout ça. Bon. Mais là, à un moment donné, quelqu'un va dire, ben là, moi, j'ai payé le mois de septembre, j'ai payé le mois d'octobre, mais là, dans le mois de novembre, en jasant au basket, je me suis aperçu que un gars d'à côté, lui, il paye pas le lunch, puis il a un char plus beau que le mien. Un fou dans une poche. Oui. Parce qu'en plus, il va y avoir, à mon avis, à terme, un désincitatif. Ceux qui payent pas vont inciter les autres à dire, ben là, moi non plus. Moi, là. C'est là que je trouve qu'il y a un petit point. Puis, si c'est gratuit pour tout le monde, puis personne ne contribue, là, la facture, ça devient la totale. Mais je considère quand même, je dis ça, puis je considère quand même que Québec solidaire a travaillé sur un modèle. Est-ce qu'il faudrait plus aller à l'inverse? C'est-à-dire, regarde, il y a un prix à payer, puis ceux qui n'ont pas les moyens auraient, je sais pas, un formulaire, mais là, tu comprends que c'est de la bureaucratie de ça, quelque chose à remplir pour dire, regarde, nous, on demande l'exemption parce qu'on est vraiment pauvre, puis que là, l'exemption soit accordée ou pas. Mais là, ça va être d'un bureau de députés, ceux qui vont se faire refuser l'exemption. Tu sais, c'est pas simple, c'est le fun de dire, le gouvernement prendra en charge. Pour ça, moi, mon premier choix, c'est que chaque famille prendra en charge ses repas, là. Tu sais, c'est pas au gouvernement de nourrir les enfants. Mais bon, on nous dit dans d'autres pays, ça se fait à suivre. Mais en tout cas, Québec solidaire tape sur un clou et a trouvé un créneau clairement. M. Trudeau, lui, va avoir une belle ou une pas belle semaine? Ah, là, c'est la question qu'on se pose. Hein? On surveillait un peu. Est-ce que quelque chose allait se passer au cours de la fin de semaine? Il n'y avait rien à son agenda, pas de sortie publique, pas d'informations qui ont fuité tant que ça. Puis vendredi, il y a un coup de tonnerre. Là. Ah, oui. Le coup de tonnerre est venu de l'ex-bras droit de Jean Chrétien, Eddie Goldenberg, qui a été dans une lettre très, très, très tranchante, essentiellement pour 3 raisons. Il demande à M. Trudeau de partir. En raison de la menace référendaire, c'était son premier point. Pour le bien-être aussi du Canada, mais pour le bien-être de son propre parti, parce que les libéraux, ultimement, ne se remettraient pas. Ça prendrait du temps à se remettre d'une dégelée, là, comme c'est un peu ce qui est annoncé par les sondages en ce moment. Mais ajoute à ça aussi le départ de certains ministres. Puis on va surveiller aujourd'hui, 10h30, il y a une conférence de presse de Marie-Claude Bibeau, là, qui est ministre du Revenu national, qui, d'ailleurs, selon ce que nous rapporte la Tribune ce matin, elle se lancera dans la course à la mairie de Sherbrooke. Alors, et ajoute à ça cette fameuse lettre, la fronde là, d'une vingtaine de députés. Là, on s'enligne un peu pour laver le linge sale en famille au caucus de mercredi, mais en fin de semaine, on se demandait, tu te souviendras la phrase célèbre de Trudeau père qui, après une longue marche dans la neige, avait choisi de démissionner. Il fait bien trop chaud, il n'y a pas de neige, là? Non, mais ça aurait pu être après une longue marche dans les feuilles d'automne. Ah oui! Est-ce que... une marche dans les feuilles! Est-ce que M. Trudeau aurait eu une inspiration? Mais rien n'a fuité en fin de semaine. Ben oui, d'abord, la lettre d'Eddie Goldenberg, sincèrement, il y a dans tous les partis politiques des espèces de bonzes, d'éminences grises. Je pense que M. Goldenberg en est un pour les libéraux présentement. Il y a encore une grande influence, là. Ben, c'est parce que c'est des gens qui interviennent. Tu vois, lui, il intervient une fois par décennie. Ouais. Tu le vois pas au quotidien dire vire à gauche, vire à droite, donner son opinion sur tout. C'est quelqu'un qui ne parle jamais, là. Ben, qui parle sûrement à des gens en privé, mais qui est sur la... Quand il fait une lettre sur la place publique, et je vais te donner un exemple. Mettons les députés, les 20 qui ont signé la lettre et qui veulent que M. Trudeau parte. Mettons, la semaine passée, tu pouvais les décrire comme, c'est des peureux. Des gens qui ont peur de perdre leur comté, puis là, ils ont peur de perdre leur comté, ils veulent la tête du chef. Mais là, une fois qu'Eddie Goldenberg dit non, c'est l'intérêt national du Canada,
c'est l'intérêt supérieur du Parti libéral que Trudeau parte. Mais là, ces mêmes députés, les autres peuvent se réclamer, dire non, nous, pas parce qu'on a peur de perdre, c'est l'intérêt supérieur du parti. C'est quoi? C'est que tu redonnes à ceux qui critiquent une sorte de légitimité là, pour dire non, la critique, elle est fondamentale. C'est le bien du parti qui est en cause. L'autre question que je me suis posée, Mario, puis tu pourras nous éclairer aussi, très proche de Jean Chrétien, M. Goldenberg. Oui. Est-ce que M. Goldenberg aurait fait ce geste-là sans l'approbation de M. Chrétien? Pas capable de te répondre. Mais c'est une super bonne question. Mais je suis pas capable de dire. Je sais pas. Je connais pas assez la relation entre les deux au fil des années, parce que c'est quand même pas qu'il a travaillé avec Jean Chrétien, ça fait quelques lunes, là. Oui. Je veux dire, c'est des années 90, jusqu'au début 2000. Est-ce qu'encore aujourd'hui, presque un quart de siècle plus tard, c'est loin d'être impossible? Si tu te poses la question, c'est parce que ça se peut que, quelque part, que ça télégraphie. Mais c'est sûr que ça télégraphie que des hautes autorités... Il n'a pas fait ça en parlant en personne. Ça veut dire que quelque part dans le Parti libéral, au plus haut niveau, il y a des gens qui disent là, c'est assez pour Justin Trudeau. Et c'est pour ça que moi-même, je me suis demandé ce qui allait passer la fin de semaine. Et est-ce qu'il va se rendre à son caucus? Parce que mercredi, tu as nommé ça un caucus pour laver le linge sale en famille. On pourrait dire un caucus du tu pars ou tu restes. Là. On garde ou on garde pas le chef. Mais dans les faits, Justin Trudeau peut pas aller se faire humilier par son caucus. Ça n'a pas d'allure. Là. Aller sortir du caucus en disant ben là, Colin, ils m'ont mis des hâtes. Mais ça n'existe pas. Là. Ton équipe va faire ton pointage. Alors, si tu ressors pas, si tu te présentes, c'est pour sortir là avec on a lavé notre linge sale, tout le monde s'est rallié derrière le chef, on met ça derrière, puis on part, puis on va battre Pierre Poilievre. Sinon, tu te présentes pas la face là. Si t'es Justin Trudeau, tu démissionnes mardi, mercredi matin, ce caucus n'a jamais lieu. Si c'est pour dire, regarde, là, j'ai plus l'appui du parti, jeune, ou j'ai trop de gens qui veulent mon départ, tu quittes avant. Tu vas pas te faire... tu vas pas te mettre la face là. Donc, ça va être à surveiller, mais on s'entend que c'est une semaine absolument cruciale pour M. Trudeau. Donald Trump est allé faire du McDo, des frites. Oui. La scène était particulière. Hein? On sait à quel point la Pennsylvanie, c'est un État clé. Je vous en parle souvent. Ça fait partie de ces swing states, la ceinture de rouille, la Rust Belt. Et là, il y a une signification aussi. Vous avez peut-être vu ces images-là de Donald s'approcher de la friteuse, plonger des frites. Il y a une bonne technique. Oui, il est rempli des casseaux. Non, on le sait, amateur de fast-food aussi. Il n'y a pas de filet, là. Il n'y a pas de filet pour la belle chevelure. Il y a un tablier, par contre. Il n'a pas cru bon remonter ses manches, mais il plonge, il met des friteuses, des frites dans la friteuse. Mais ça, il y a une signification derrière ça. Il voulait cibler Kamala Harris. Pourquoi? Parce que Kamala Harris, dans cette bataille aussi pour être proche du monde, puis tu sais, classe moyenne, elle avait déjà dit avoir travaillé dans un McDo dans les années 80, en 83. L'équipe de campagne de Trump dit qu'elle ment, dit que c'est pas vrai. Par contre, on n'a pas présenté de preuves pour appuyer la thèse du mensonge. D'un autre côté, Kamala Harris non plus n'a pas fourni d'éléments concrets pour prouver qu'elle a bel et bien travaillé. Là. Et là, McDonald's, le siège social, veut pas se mêler d'élections. Mais en même temps, ils sont interpellés. Puis je sais pas, est-ce qu'ils gardent vraiment des traces de tous les êtres humains qui ont travaillé là depuis les 50 dernières années? Ça, c'est l'autre. C'est ça. C'est l'autre question qui se pose. Alors, pour l'instant, on n'a pas la réponse. A-t-elle vraiment travaillé? Parce que c'était pas beaucoup. Hein. C'était pendant un été, aurait fait un petit peu. Une job d'étudiant, genre. Un petit peu de caisse, un petit peu de crème glacée. Et je lisais en fait cette semaine des analystes qui disaient, mais d'avoir travaillé dans un fast-food, là, c'est la proportion des Américains de la classe moyenne, là, des jeunes qui, entre 16 et 20 ans, ont travaillé dans ce genre de petits jobs-là. C'est une grosse proportion. Ça touche beaucoup, beaucoup de monde. Mais pourquoi il aurait menti là-dessus? Ça lui donnerait quoi de mentir sur cette petite affaire-là? Ben, comme dit Alexandre, pour se donner une espèce d'image qu'elle a été proche du monde. Comme... Elle a la même expérience que monsieur, madame, tout le monde, donc elle est capable de les comprendre. C'est ça. Elle est comme nous autres. Elle vient du même monde que nous autres, versus un Donald Trump qui est né, par exemple, avec une cuillère d'argent dans la bouche. C'est un peu ce jeu-là. Et on a à Montréal une nouvelle murale, Isabelle. Vous allez pouvoir l'observer à compter d'aujourd'hui. C'est sur boulevard de Maisonneuve et Saint-Timothée. C'est le visage de Jean-Marc Vallée qui nous a quittés en 2021. C'est Made, Nous Made qui est derrière ça. C'est une branche
branche qui essaie de mettre en lumière tout ce qui est culturel là, dans les jeux vidéo, le cinéma, tous ceux et celles qui se démarquent. Donc, j'ai parlé avec Mathieu Chantelois, qui est le premier vice-président aux affaires publiques et marketing au Fonds des médias du Canada, qui est responsable de NewMade aussi, et qui explique que le choix d'avoir mis Jean-Marc Vallée, une photo qui a été approuvée par sa famille, qui regarde au loin avec les couleurs de Crazy qui ont été utilisées, le film qui va célébrer ses 20 ans cette année. Il y a vraiment une logique pourquoi ils ont choisi Boulevard de Maisonneuve-Est et Saint-Timothée. Voici pourquoi. Maisonneuve est une rue qui ne va que vers l'ouest. Et pour moi, c'était symbolique, c'était important parce que Jean-Marc Vallée, c'est quelqu'un qui est résolument montréalais. Hein? Dans tout ce qu'il a fait, on sentait Montréal, mais c'est un gars qui a amené le Québec très, très loin, qui a amené le Québec à l'ouest, à Hollywood, où il a fait briller non seulement son talent, mais le talent québécois de plusieurs artisans de l'industrie chez nos voisins du Sud. Alors, symboliquement, on trouvait ça magnifique. Et vous allez sur la façade en question, c'est la façade de Real by Fake qui est là, c'est le 1455 rue Saint-Timothée. Il semblerait que c'est un édifice où Jean-Marc Vallée faisait ses effets spéciaux en plus. Okay. Donc, il y a une signification parce que la famille s'est impliquée dans le processus aussi, dans le choix de la photo, dans le choix des lieux qui avaient été proposés. Et le film Crazy a un impact, bien évidemment, sur le Québec. J'en parlais avec Mathieu Chantelois. Crazy, c'est un peu le Titanic de James Cameron des Américains. Pour les Québécois. C'est le film qui a séduit la critique, le public aussi, qui a fait beaucoup de recettes au box-office et qui a marqué notre imaginaire à tout jamais. C'est l'artiste Zek qui a fait la murale en question. Ça se faisait en fin de semaine. Là. Ils l'ont choisi leur fin de semaine là, pour installer cette murale-là. Il y avait du beau temps et ça s'inscrit dans une espèce de circuit. Donc, il y a une murale à Calgary où ils ont pris Paul Sung-Yoon Lee, qui est très connu de la CBC. Et à Toronto, c'est Priyanka, qui est une drague très, très connue, qui avait gagné le premier RuPaul Drag Race, entre autres. Donc, ils ont choisi vraiment 3 personnalités très distinctives. Et on connaît maintenant les 2 équipes qui vont s'affronter dans les séries mondiales au baseball. Je pense que ceux qui pensent argent là, dans le baseball majeur vont être contents des 2 villes. OK, oui, les Dodgers qui s'en vont en série mondiale rejoignent les Yankees grâce à une victoire de 10-5 contre les Mets de New York. Le premier match, c'est vendredi au Dodgers Stadium. Parce que c'est le rêve aux États-Unis. Oui. Los Angeles contre New York, les 2 grandes villes, la côte Est, la côte Ouest. En termes de revenus publicitaires, tu peux pas faire mieux. Non, c'est clair, ça va être extrêmement payant. Les joueurs vont parcourir beaucoup de kilomètres en avion, parce que c'est les 2 extrêmes, c'est clair. Petit tour d'horizon dans la NFL, on avait droit à une reprise du Super Bowl et les Chiefs sont toujours invaincus cette année. C'est la seule équipe d'ailleurs invaincue dans la NFL grâce à un gain de 28-18 contre les 49ers de San Francisco. Les Lions de Détroit ont infligé une première défaite aux Vikings du Minnesota grâce à un gain de 31-29 et c'est un retour réussi en sol new-yorkais pour Saquon Barkley qui a mené les Eagles à une écrasante victoire de 28-3 contre les Giants. Dans le cas de Saquon Barkley, 17 courses, 176 verges, un touché. Ouais, donc les Giants, c'est à l'attaque, c'est peut-être pas fort difficile. fort hier.